Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. La campagne pour le oui s'intensifie. Dans les 4 coins du pays, la population a affiché les couleurs du drapeau FLNKS en ce 4 septembre, à 2 mois du référendum. Pour en parler ce soir, Jean-Raymond Postic, membre du comité nationaliste et citoyen pour le Front de libération nationale kanak et socialiste à Nouméa. Selon lui, le FLNKS a toutes les raisons d'être satisfait. Vous verrez pourquoi. Et justement, le drapeau du FLNKS au Forum des îles du Pacifique, il a été hissé seul sans le drapeau français à Nauru pour représenter la Nouvelle-Calédonie. Vous entendrez la réaction de Philippe Germain et vous verrez que cette première journée a livré quelques surprises. Ce soir également, reportage sur Nauru qui fut un pays riche grâce à son exploitation de phosphate. Cet État dispose encore de la ressource. Les détails dans ce journal. Suite de notre feuilleton consacré au Salon du livre océanien. Ce soir, c'est le portrait de Sostène Desanges, écrivain pour la jeunesse, auteur de Frimeur des îles et Ashvani. Vous découvrirez en exclusivité le contenu du tome 10. Dans 2 mois, nous allons choisir si oui ou non, le pays reste dans la France. Les campagnes des 2 blocs s'intensifient au pays. Ce soir, nous nous intéressons à la campagne du oui du FLNKS. Ce soir, le FLNKS est à Rivière-Salée. Tous les 4 du mois jusqu'au 4 novembre, date du référendum, les indépendantistes ont décidé d'afficher les couleurs du drapeau du FLNKS. Pour nous rendre compte, nous allons du côté de la transversale Konetiwaka jusqu'à Pointe-Dimier. C'est notre rubrique référendum. Alors, quel est le sens de cet affichage? Si je suis indépendantiste et que je n'adhère pas au projet du FLNKS, qu'est-ce que le Front me propose? Des questions que nous allons poser à Jean-Raymond Postic, membre du CNC de Nouméa. Mais d'abord, direction la transversale Konetiwaka jusqu'à Pointe-Dimier. Anissa Toussi a sillonné cette route. Écoutez son récit. C'est pour dire aux gens qu'il faut se réveiller parce que là, le 4 novembre, ben voilà, il faut que tout le monde se mobilise pour le vote. Voilà. Pour le oui. À l'entrée de la tribu de Noélie, Alfred et ses camarades se mobilisent en suspendant les drapeaux du FLNKS sur le bord de la route. Tout au long du chemin qui mène vers la côte Est, les bannières fleurissent les arbres, les panneaux ou encore les ponts qui jalonnent la transversale Konetiwaka. Au sommet d'un col, nous rencontrons la délégation de Pointe-Dimier. Donc on dit quoi? Tous pour le oui! Tous pour le oui! Tous pour le oui! Okay. Ce n'est pas simplement le 4, c'est tous les jours qu'on doit se lever. C'est tous les jours qu'on doit se lever, donc on doit affirmer nos couleurs. Mais ce n'est pas simplement les couleurs, hein. C'est aussi pour affirmer, pour ne plus qu'ils aient honte de leur dignité. Mais là, tout le long de la route, vous allez vous arrêter pour accrocher... On comble les vides, on comble le vide pour que les gens, dès qu'ils passent ici, dès qu'ils sont sur cette route-là, ils puissent se rendre compte que c'est un projet du FLNKS, c'est un projet aussi de Jean-Marie. Donc, parmi tout ce qui, toutes les réalisations qui sont faites, c'est celui-là qui est le plus important parce que ça permet de rencontrer ceux de Koné et puis ceux de Pointe-Dimier, de Touo et de Konéo. Voyez ça? Bonjour. Ça, c'est le signe que les gens sont contents. Oui. Et puis qu'ils sont avec nous. Sont contents. Et puis, on dit aussi qu'aujourd'hui, on marche dans la fraternité. Parce qu'on montre aux autres qu'on n'est pas... qu'on doit prouver aux autres qu'on doit vivre ensemble. Et c'est ça, le vivre ensemble. Dans la tribu de Tiwaka, Hervé et Moïse regardent passer les voitures chargées de drapeaux. Aujourd'hui, les 2 frères affichent eux aussi leurs couleurs. Pour eux, si le oui l'emporte le 4 novembre, rien ne va changer. Ça va toujours être la même chose. Sauf qu'il y aura quelque chose à changer. Moi, je parle comme ça, c'est par rapport au... comment il disait là, les compétences. Il y aura des compétences qui seront transférées, il y en a qui ont été transférées, il y en a qui ne le sont pas encore.
Mais sinon, ça va changer grand chose pour moi, personnellement, mon point de vue à moi. Une fois les bannières déployées, les délégations de Poindimié et Ponériouin se retrouvent à la maison commune de la tribu de Wagap pour préparer le prochain événement, la marche du 24 septembre. Voilà, et toujours, je vous le disais, ce soir à Rivière-Salée, la campagne pour le oui se déroule avec un meeting. Alors, quel est le sens de cet affichage? Jean-Raymond Postic, membre du CNC, répondra plus tard dans notre journal. En attendant, nous sommes toujours dans cette rubrique dédiée au référendum. Différents meetings et rendez-vous sont aussi prévus. Calédonie Ensemble organise en ce moment une rencontre citoyenne à Bourail à 18h au cinéma pour expliquer les enjeux de leur projet. Pareil pour les Républicains calédoniens qui organisent demain à partir de 18h au bout du monde un meeting. Le parti fera le point sur les dernières avancées à 2 mois du référendum, mais aussi sur l'actualité de la TGC, les comptes sociaux et le sondage réalisé par Quid Novi. Et justement, Calédonia rendra public un nouveau sondage demain dans votre émission politique. Il sera analysé et décortiqué par Daniel Goa et Pierre Frogier, une émission présentée par Claudine Véry en première partie et Falay Wedge en deuxième partie. Et je vous le disais en titre, le drapeau du FLNKS a été hissé à Nauru sans le drapeau français pour représenter la Nouvelle-Calédonie au Forum des îles du Pacifique. Une erreur qui a surpris Philippe Germain, président du gouvernement. Je vous propose de l'écouter au micro de Mike Léral de TNTV. Oui, on l'a noté, on va faire une protestation après sur les drapeaux. Ce qui est essentiel, c'est que lors des réunions, on nous a garanti que les couleurs de la Calédonie seront les bonnes. C'est quelque chose qui est déjà arrivé, je crois, lors de forums précédents. Est-ce que c'est une volonté de marquer une proximité avec les indépendantistes ou est-ce que c'est juste une erreur selon vous? Je considère que ça relève de l'erreur. C'est toujours un peu compliqué, nos doubles drapeaux pour tout le monde. Écoutez, en tout cas, moi je m'en tiendrai à ça. Et cette erreur n'a pas été la seule relevée à l'occasion du premier jour du forum. Selon cet article de TNTV, le chef de la délégation chinoise a quitté son siège. Il a voulu prendre la parole, mais Baron Waka, le président Nauruan, qui préside aussi le forum en tant que pays hôte, a refusé en indiquant qu'il pourrait s'exprimer à la fin de séance s'il restait du temps. Furieux, le diplomate quitte son siège. Autre bourde, selon TNTV, Édouard Fritsch, président de la Polynésie française, a été présenté comme chef du gouvernement, mais aussi chef d'État en lieu et place d'Emmanuel Macron. On reste à Nauru, qui a longtemps été un pays riche. Comme je vous le disais dans notre édition d'hier soir, la petite république du monde est devenue l'ombre d'elle-même. La population obligée de revoir son mode de vie pour se nourrir et subvenir à ses besoins. L'ombre de la mauvaise gestion de l'exploitation du phosphate plane toujours, mais ils ont l'occasion de corriger le tir vers une meilleure gestion de cette ressource. Retour sur l'histoire avec Mike Léral et Brandi Tevero de TNTV. Nauru creuse depuis 110 ans. Au siècle dernier, les réserves de phosphate semblent inépuisables. La petite île de Micronésie connaît l'opulence. Elle importe sa main-d'œuvre jusqu'à 4000 ouvriers, surtout chinois. Quand une voiture tombe en panne, son propriétaire la laisse au bord du chemin et en achète une autre. Mais soudain, dans les années 90, tout change. We went back to the sea, back to the coconut, hunting for naughty birds. It suddenly dropped on us that there's no more money. There's no more money in the bank. Nauru goes into bankrupt, so we have to adapt to that life. Car les réserves de phosphate se sont épuisées, Nauru n'a plus de ressources, tout tombe en ruine, les habitants ne savent plus pêcher ni cultiver leurs plantations, ils sombrent dans la misère. Après avoir été la plus riche, Nauru devient l'une des îles les plus pauvres du Pacifique, avec les stigmates de son passé industriel. Nauru est une île gruyère, étranglée par la crise économique. Elle accepte la proposition de l'Australie, accueillir dans des camps les migrants refoulés par l'île continent. Aujourd'hui, la petite île espère renouer avec l'âge d'or du phosphate. De nouvelles technologies ont permis de scanner les sols et de creuser plus profond. L'exploitation vient de débuter, il y aurait encore 59 millions de tonnes à recueillir. Cette fois, c'est promis, en rebouchant les trous. The real benefit for secondary mining for Nauru is not only
continuing the industry here and the benefits to the government and the landowners, but we end up with a landform that is much more amenable to other uses in the future, so be it agriculture, be it housing, be it infrastructure, or other civil benefits. L'exploitation des phosphates pourrait durer encore 20 à 30 ans tout en nettoyant les affreux vestiges de l'industrie passée. Mais Nauru doit déjà envisager d'autres ressources. Elle l'a appris à ses dépens. Retour au pays, le gouvernement a arrêté aujourd'hui les taux de la taxe générale sur la consommation. Dès le 1er octobre, le taux réduit sera de 3%, le taux spécifique de 6%, le taux normal de 11% et enfin le taux supérieur de 22%. Alors je vous donne un exemple, l'alcool ou les cigarettes seront taxés de 22%. Allez, un peu de lecture avec le feuilleton de la semaine consacré au Silo, le Salon international du livre océanien. Après le portrait de Peter Brown, ce soir, c'est le portrait de Sostène Desanges que je vous propose de découvrir. Écrivain pour la jeunesse, auteur de Frimeurs des îles, on découvrira en exclusivité la couverture du tome 10 des Frimeurs des îles que nous réserve ce dernier ouvrage. Regardons ce reportage, il est signé Océane Zobler. Ça alors, mes yeux ne me trompent pas, une éolienne. Nous allons pouvoir utiliser les alizés afin de produire enfin un courant propre. C'est le début de l'autosuffisance énergétique. Bravo Raymond. Tu es un modèle pour la Calédonie de demain. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta femme? Je sais pas, je comprends pas toujours, tu sais. Bon Robert, on est en place sur les baies, on fait un test. C'est parti. Au poil le super ventilo les gars. Un peu plus à gauche et c'est parfait. Une pincée de rire et toujours les mêmes personnages. Frimeurs des îles, la bande dessinée revient cette année. Le 10e tome, Les potins d'abord, devrait sortir avant la fin de l'année. Alors, vous vous souvenez de ces personnages? En fait, on les retrouve évidemment dans le 10e album. Là, je ne l'ai pas sous la main parce qu'il n'est pas encore imprimé. Mais on retrouve nos deux larrons. Il s'agit de Raymond Mathuvu et de Robert Winshop. Les deux personnages ne sont pas très doués. Ils se lancent cette fois-ci dans le tourisme. Et il va évidemment leur arriver les bricoles parce que ce ne sont pas les meilleurs élèves du monde. Donc il y aura plein de petites anecdotes comme ça dans le prochain, autant que les autres en fait. Oui, notamment une que j'aime bien, où ils essaient de se lancer dans la restauration continentale, on va dire, puisque chacun sait qu'aujourd'hui on est sur un continent. On est une des deux îles du continent. La première, c'est la Nouvelle-Zélande et on est la deuxième île, la Nouvelle-Calédonie, le continent Zealandia. Et donc c'est un argument touristique, on va dire, visiter le continent. Et je trouvais intéressant d'en parler un petit peu. Ah, mais où est-ce que t'es, tortue? C'est pas un poisson, non? C'est bien une tête que j'ai vue. Alors tu viens de voir une tortue, c'est ça? Ouais, je viens de voir une tortue. Juste là. Incroyable, surtout que c'est un des personnages de ton livre. Oui, c'est le dieu du monde de Thoth, du monde océanien dans lequel vivent Ash, Vanni et tous les autres. C'est un signe. C'est un signe. Autre nouveauté, après Les Guerriers du Lézard et Le Chant du Mana, le 3e tome de la saga Ash et Vanni est prévu l'année prochaine. La suite d'un roman d'aventure qui montre une Océanie imaginaire peuplée de vainés, d'oiseaux incroyables et de belles légendes de peuplades. Une imagination débordante que Sostène tente de canaliser pour écrire. La bande dessinée m'a apporté beaucoup pour le roman, dans l'aspect visuel. C'est ce qu'on dit souvent, ce que les gens me disent, on dit « Ah, j'ai l'impression de voir les images ». Oui, parce que quand on travaille pour la bande dessinée, on a besoin de se représenter les choses. Donc quand on construit une bande dessinée, on sait exactement comment on va présenter l'image, le texte, le dialogue, tout ça va ensemble. Sostène sera présent au Salon du Livre à partir de vendredi. Vous pourrez profiter des séances de dédicaces et acheter ses livres pour vivre de belles aventures. Voilà, suite de notre feuilleton. Demain, vous allez pouvoir découvrir le prochain portrait grâce à la caméra d'Océane Zobler.
Je vous rappelle l'information principale. Dans 2 mois, nous allons choisir si oui ou non le pays reste dans la France. Les campagnes des 2 blocs s'intensifient et ce soir, le FLNKS est à Rivière-Salée. Alors, quel est le sens de l'affichage? Aujourd'hui, les couleurs du drapeau FLNKS ont été hissées dans les 4 coins du pays. Lindsay Wamo et Duke Menango ont posé la question à Jean-Raymond Postic, membre du CNC de Nouméa. C'est l'interview du jour dans la rubrique référendum. Jean-Raymond Postic, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la 2e édition de la mobilisation populaire Affichons nos couleurs. Alors une mobilisation pour le référendum du 4 novembre, une mobilisation pour un vote du oui à l'indépendance et de la souveraineté, de la pleine souveraineté. Première question, quel est le sens de cet affichage dans tout le pays? Il s'agit d'abord d'être fier de nos couleurs, de fier du drapeau bien entendu, mais aussi il y a une forte symbolique. On est dans un pays de couleurs. Il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de gens différents dans ce pays. Donc c'est une façon d'afficher ça, mais dans l'union. Et puis l'objectif, c'est de mobiliser aussi les populations, surtout c'est de se préparer à une forte mobilisation le 4 novembre 2018. Alors la première édition, c'était le 4 août. Est-ce que vous étiez satisfait de cette mobilisation, de cette première mobilisation? Oui, le 4 août, les choses, c'était la préparation en fin de compte du 4 septembre. Et puis là, on va monter ensuite en puissance le 4 octobre et bien sûr le 4 novembre. Bien sûr, le 4 août, c'était une organisation un peu avec les moyens du bord, mais ça a assez bien répondu dans le pays malgré tout. Et je crois qu'aujourd'hui, on a toutes les raisons d'être satisfaits parce que partout, les gens se sont emparés de l'idée et partout, les gens affichent les couleurs du drapeau. Ensuite, alors, il y a un sondage qui a été publié la semaine dernière où on voyait une tendance quand même largement pour le non à l'indépendance et à la pleine souveraineté. Comment est-ce que vous analysez ces résultats-là? Personnellement, je conteste ce sondage. Tout simplement parce que j'estime que la méthode qui a été choisie pour l'échantillon n'est pas du tout le reflet de la population du pays. C'est un échantillon qui a été choisi au hasard, alors qu'on sait très bien ici que le pays, le vote, la répartition du vote dans le pays est très localisée. Il y a des régions où le non sera dominant, on le sait, et puis des régions où le oui sera largement dominant. Et ça, l'échantillon ne le prend pas en compte. Alors comment est-ce que vous faites pour convaincre du coup sur le terrain les gens d'aller voter? On essaye de démonter les mensonges, parce qu'on en est là, les mensonges de nos adversaires qui essaient de faire croire que sans la France, on est complètement dépendant. On passe totalement sous silence le fait que la population de ce pays, les travailleurs, les entreprises, ce sont eux qui produisent très majoritairement la richesse de ce pays. Et donc la France intervient de manière très minoritaire. Et en plus de ça, si on est capable de mettre en place les bons dispositifs, de prendre les bonnes décisions, on a tout à fait notre capacité à pouvoir assumer ça dans les 3 ou 4 ans de la période de transition. Alors dernière question, est-ce que c'est correct de dire que la revendication, du moins celle du FLNKS, n'est plus identitaire aujourd'hui, mais pour la pleine souveraineté, et puis on s'arrête là? Alors moi, je ne peux pas parler à la place des Kanaks. Mais je crois que quand même la revendication reste identitaire. Moi, je me rappelle d'une parole de Jean-Marie Tjibaud qui disait que le combat, c'était de faire que les Kanaks puissent apporter ce qu'ils ont de particulier, cette petite chose qui fait leur spécificité culturelle à l'évolution du monde d'aujourd'hui. Moi, en tant que non-Kanak, je suis sensible au fait que c'est un projet de société pluriculturelle où, une fois de plus, les droits des gens comme moi, et enfin en tout cas tous ceux qui sont non-Kanak mais qui sont citoyens de ce pays, ces droits-là sont reconnus, donc j'y suis sensible. Ensuite, il y a une volonté de continuer à faire que ce pays soit une démocratie dynamique. C'est maintenant dans la tradition politique de ce pays et le projet du FLNKS le porte. Et puis bien entendu, quelque chose aussi qui, je crois, est cher à beaucoup, il faut qu'on soit un pays plus solidaire. Aujourd'hui, ça donne aussi du sens à l'accès à la pleine souveraineté. Jean-Raymond Postic, merci d'avoir répondu à ma question.
Allez, on termine ce journal avec un sujet moins sérieux. On termine dans la rigolade. Le chapiteau s'est installé à Koné au programme de la rigolade, puis de la rigolade et encore de la rigolade. 3 membres de la famille Wallace ont adopté 2 filles de plus. Ils seront là dans notre émission. Bienvenue dans la bande et nous verrons qui sont ces nouvelles recrues. Je vous souhaite une très bonne soirée avec toute l'équipe. Allez, bonne soirée à tous. Et on a rendez-vous après avec nos nouvelles recrues.